Allez, on se retrouve encore ce soir comme à l'accoutumée pour parler sport sur la chaîne de l'innovation et de la créativité. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport, 1e édition spéciale Coupe d'Afrique 2 Nations Côte d'Ivoire 2024. D'entrée, nous parlerons des léopards de la RDC qualifiés de justesse après ces nuls vierge face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Après, nous allons un peu passer au peine fin les différents classements des phases de groupe de cette Coupe d'Afrique de Nations. Question de jeter quelques fleurs à ces nations qui se sont démarquées positivement et épingler certaines choses qui n'ont pas marché avec d'autres nations. Et puis, nous aurons aussi le droit à quelques analyses sur les différentes rencontres de ces huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique de Nations, des rencontres qui commenceront à partir du dimanche, à partir de demain précisément. Et puis à la fin, pour votre plaisir, nous vous laisserons regarder et jouir de 5 meilleurs arrêts de ces 2 dernières journées de phase de poule de cette Coupe d'Afrique de Nations. Alors pour ce faire sur ce plateau, comme à l'accoutumée, Claudio Mangula, bonsoir et bienvenue sur Samedi Sport. Bonsoir Samuel, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Allez, en bonne santé, en forme? Oui, en forme, j'espère que ça va chez vous. Ouais, par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous sommes là pour parler sport et comme d'habitude, essayer de parler de ces faits dont vous venez d'évoquer tout à l'heure concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il y a beaucoup, mais on a quand même sélectionné les plus essentiels selon nous pour partager aussi avec ceux qui nous suivent de partout. Allez, plaisir énorme de t'avoir et à ma gauche pour sa première avec moi, Genovic Lumbuenadio, bonsoir et bienvenue. Bonsoir bonsoir à tous les téléspectateurs d'Innov TV. En forme, en bonne santé. Très en forme. On est là pour le nul de pour répondre à l'invitation, bien sûr. On a essayé de nous remettre de là et on peut voir comment on peut entrevoir cette analyse du match de la RDC. Allez, comme vous avez vu, je suis accompagné de 2 analystes fins qui vont nous permettre d'analyser ces sujets qu'on a énumérés au début de cette émission. Mais avant de commencer, on prend cet élément et on revient tout juste après. Parce qu'il en fallait peu pour valider leur ticket pour les 8e de finale, les léopards de la RDC, un peu plus réservistes, se sont contentés d'un match nul face aux Taifa Stars mercredi dernier, lors du match comptant pour la 3e journée du groupe F. Avec un cumul de 3 points sur 9 possibles, les poulains de Sébastien de Sabre terminent 2e derrière le Maroc et devront sortir les grands jeux demain à 21 h face à l'Égypte, nation qui n'ont pas battu à cette compétition depuis 50 ans. Allez, vous venez de regarder le résumé de la rencontre qui a opposé les léopards de la RDC face aux Taifa Stars de la Tanzanie. 0 but partout, score nul et vierge. Claudio Mangula, je commence avec vous. Quelle a été votre impression après cette rencontre qui a tiqué quelques-uns? Il y a des gens qui s'attendaient à un résultat un peu plus positif, à la première victoire des léopards. Mais le résultat est là, 0 but partout. Quelle a été votre lecture de cette rencontre? Lecture avant match, je me dis que je suis dans le lot de ces personnes qui attendaient peut-être la première victoire de la RDC. Mais après, c'est ça, j'ai été déçu en tout cas, même si c'est une qualif acquise, mais la façon de la voir, elle n'a pas été du tout bonne selon moi, parce que à cette étape de la compétition, on ne pouvait pas faire du bis repetita qu'en 2015, si je ne me trompe pas. 2015, exactement. On entre d'entrée face à la Zambie, c'est 1 but partout. On joue le Cap-Vert, 0 but partout ou 1 but partout, je sais pas. Et la Tunisie, 1 but partout également. Donc c'était pas trop bon. Et après, on a vu la suite, même si c'est une 3e place. Mais après, une 3e place avec une petite finale, match nul aussi. Il fallait jouer les tirs au but. Donc c'est un peu, ça m'a un peu déçu. Je pense que j'attendais mieux en tout cas de cette équipe de la RDC. Je crois que je vais rentrer dans le détail après, mais après c'est ça, c'est ce sentiment d'être déçu, mais quand même compensé par cette qualification. Compensé par cette qualification, Genovic Lumbuenadio, 3 matchs joués par les léopards de la RDC, 3 matchs nuls. Comparativement avec ces 3 matchs nuls qu'on a eu à vivre sous Ibenge en 2015, quand on regarde l'effectif qu'avait l'équipe en 2015 et l'effectif qu'a des Sabres aujourd'hui, est-ce que cette sélection ne méritait pas une victoire dans cette Coupe d'Afrique de Nations? Oui, je suis de l'un qui pensait que la RDC méritait une victoire dans cette Coupe d'Afrique de Nations. Maintenant, je me dis que c'est aussi par rapport à la physiologie et à la philosophie de chaque match. Exactement. Quand vous regardez le match livré par la RDC depuis le début de la compétition, vous verrez que chaque match, la RDC l'a abordé avec une nouvelle méthode, avec une nouvelle approche. Quand on voit par exemple le match joué contre
la Tanzanie, vrai que la RDC, c'était une RDC qui venait pour jouer à la réserve, une RDC qui ne voulait pas se mettre à l'abri du danger, raison pour laquelle la RDC n'a pas marqué. Quand vous regardez la première mi-temps, la RDC a été contraint à défendre. Parce que en face, c'était une équipe tanzanienne qui voulait bien procéder par des contre-attaques. L'équipe tanzanienne a eu un schéma à 5-4-1, un 5-4-1. La Tanzanie a imposé un bloc médian à la RDC et la RDC n'arrivait pas à procéder avec les attaques rapides comme ça a été le cas contre le Maroc et n'avait pas eu la possession comme ce fut le cas contre la Zambie. Raison pour laquelle ça s'explique bien que la RDC était vraiment peinée et son jeu était plus un jeu qui allait dans le sens de jouer pour essayer de casser les lignes, un jeu de long ballon. Quand vous regardez le match, c'était ça la physionomie du match. Et les Côtes de Sabre l'a souligné même à la conférence de presse d'après-match, c'est que il voulait vraiment proposer ces contenus pour qu'il puisse juger comment est-ce que l'équipe peut réagir à chaque fois, dans chaque circonstance. C'est-à-dire quand on veut attaquer, quand on veut défendre et quand on veut conserver aussi. Et donc c'est vraiment ça. Et je me dis que voilà, avec cet effectif, la RDC peut s'adapter dans toutes les situations. Et donc, c'est ce que on voit de cette sélection actuellement. S'il faut que je vous paraphrase, c'est-à-dire pour le sélectionneur, cette phase de groupe avait aussi pour mission de voir l'adaptabilité du groupe face aux différentes équipes, aux différentes nations. On a vu une équipe un peu plus joueuse face à la Zambie. Avec le Maroc, on était plus en contre. Et avec la Tanzanie, on a vu une équipe un peu plus conservatrice, peu d'attaques, on joue juste sur le placement. Donc pour vous, si je peux conclure avec vos propos, c'était ça aussi le but de cette phase de groupe de cette Coupe d'Afrique. Bien évidemment, le coach a voulu vraiment juger jusqu'où son équipe peut réagir et comment son équipe va réagir dans chaque contexte. Parce que dans le football aussi, c'est une question de contexte. Quand vous voyez le match d'hier, plutôt le match du jeudi passé, c'était que la RDC voulait vraiment éviter le danger de ne pas encaisser. Parce que quand vous encaissez face à la Tanzanie va vous imposer un bloc très bas et ça aurait été difficile pour la RDC de briser ce mur tanzanien. Donc c'est compliqué dans le contexte là et raison pour laquelle de Sabre on n'a pas voulu vraiment s'exposer face aux attaques, face aux contre-attaques parce que la Tanzanie avait deux joueurs, deux flèches. Moi je le qualifiais ainsi, il y avait Nsouva, il y avait aussi Bonali Samanta qui descendait jusqu'au milieu pour demander le ballon. Il a fait un très bon ballon, plutôt un très bon match et donc c'est vraiment avec cette qualité là que la Tanzanie pouvait mettre en mal la République démocratique du Congo dans ce match. Et donc c'est vraiment une question d'adaptabilité, c'est une question aussi de voir comment est-ce que l'équipe grandit parce que la sélection que nous avons actuellement, c'est une équipe qui est à même de rivaliser avec n'importe quel schéma, avec n'importe quel plan de jeu et c'est vraiment ça la source des sabres. Moi, j'ai vraiment aimé, contrairement à ceux qui qualifient les contenus du match contre la Tanzanie d'être un contenu un peu morose, un contenu un peu piètre. Mais je me dis que c'est intéressant de voir comment est-ce que notre équipe réagit à chaque circonstance. Et bon, pour le match à venir, je crois que les sabres aussi travaillera en fonction de l'adversaire qui sera face à la RDC et avec sa stratégie, avec ses méthodes de travail, je crois que il va mettre un bon plan et il y aura une sauce qui sera à même de rivaliser avec la sélection égyptienne en face de qui la RDC fera face demain. Allez, Claudio Mongula, vous avez entendu les propos de Geneviève Lumbonadio. Pour lui, voilà, on peut retenir le fait que la RDC a quand même permis à ce que les gens voient comment est-ce qu'il s'adapte face à différents adversaires. Face à la Tanzanie, on a vu une équipe un peu plus conservatrice. On a joué le Maroc, on était un peu plus vif lors de la seconde période avec des attaques, de contre-attaques. Face à la Zambie, c'était un peu plus le jeu, il y avait cette fluidité-là. Est-ce que pour vous, c'est quand même un objectif qui est atteint de voir que la RDC a su s'adapter face aux différentes équipes, différentes physionomies de jeu? Bon, à s'adapter, oui, je vais garder le terme, mais je pense que à un certain niveau de compétition, on ne peut pas être dans l'observation ou dans des tests.
Je pense que Donc si... pour vous, c'était pas le moment propice pour faire ces tests-là. Non, il y avait ce moment, il y avait le moment pour ça. Je pense que je vais être d'accord avec vous quand vous parlez de contexte, s'adapter à chaque situation, parce que vous pouvez avoir le même joueur par exemple, mais dans différentes rencontres, ce même joueur réagisse des différentes manières. Là, c'est en fonction de choix, oui. Ça, je pense que je suis d'accord avec vous. Mais après, il faudrait pas être trop clément avec ça, parce que à un certain niveau de la compétition, on sera buté à une équipe qui va s'adapter à notre adaptabilité, comme on le dit. Voilà. Et c'est ça le grand risque. C'est ça le grand risque. Je pense que c'était un danger pour nous d'être un peu réservés. J'ai vu des joueurs ne pas faire beaucoup d'efforts, essayer de prendre quelques minutes, essayer de geler les scores, ne pas foncer les gardiens de but qui reçoivent un ballon où on pouvait peut-être aller en contre, mais qui gèle un tout petit peu. Ça c'est une consigne. Permettez-moi, selon vous, ça n'a pas été par exemple une des consignes du coach après avoir été au parfum du score. Bien sûr, je pense que peut-être ça a influé sur ça. Il a dit à ses joueurs de calmer un peu, question de privilégier ces nuls là pour avoir une qualification un peu plus. Je pense que c'était la consigne. D'ailleurs, je pense même que les changements ont été effectués pour conserver ou garder quelques bonnes têtes. Mais après, je pense que la RDC n'a pas d'excuses à ces niveaux de compétition. Je crois que lorsqu'on a des occasions, on a raté des occasions. Et si on remportait ce match... Il ne faudra pas l'oublier, la RDC vient à la compétition pas pour gagner. De Sabre l'a dit clairement, c'est pour apprendre. Il avait dit ça. Oui, parce que il y a des excuses qui sont explicables. Une nation qui a déjà eu à gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça date de quand? Écoutez, ça date de quand, Sam? Ça date de 1974. Permettez-moi, on est en train de voir la Guinée équatoriale qui n'a juste eu que 3 phases. Une équipe qui a peine... Non. Contrairement à la Guinée équatoriale grandit contrairement à nous. Faut pas faire le parallélisme entre la Guinée équatoriale et la RDC. Génovic, si je pars de vos propos, on est là, pas pour gagner par exemple. Il y a des objectifs autres que celui de remporter la compétition. Bien sûr. Du coup, nous qui nous attendions par exemple à des résultats, on doit être un peu plus indulgent par rapport à ce qui se passe. Selon vous, c'est ça? C'est ça, bien sûr. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je pense que non, parce que après, s'il faudrait par exemple revenir sur les cas Guinée équatoriale, je crois que les réformes ont été vraiment effectuées au sein de cette formation. Il y a une évolution concrète, je le dis bien, depuis et surtout, il y a une différence entre la Guinée équatoriale et nous. Évidemment, on l'a vu lors de cette phase de poule, et aussi, on l'a vu, évidemment, pour ceux qui l'ont suivi, cette Guinée équatoriale, elle n'est venue comme nous, elle n'est pas venue pour s'imposer ou essayer de remporter la compétition, mais quand on voit leur façon d'évoluer, on sait dire ce qu'ils visent, on sait déjà où ils vont. Et par rapport à nous, on sait que Sébastien Desabre l'a clairement dit que lui visait la CAN 2025, c'est le Maroc, et voilà, ça va se jouer au Maroc. Hein. Et après, on est quand même dans une compétition. On a dépensé de l'argent, il y a des temps de jeu de joueurs qui évoluent dans leur club, qui ont été affectés. Donc, quand on est dans une compétition, on doit être compétiteur. Et évidemment qu'il ne faut pas avoir d'excuses. Vous voyez, vous avez donné un ratio par rapport à l'adaptabilité. Tout à l'heure, là, avant que vous me passiez la parole, je suis tombé sur une statistique très incroyable. Les passes, par exemple, effectuées lors du match contre le Maroc, la Tanzanie et la Zambie ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, bizarrement, comparativement à la tournure des matchs... Ça fait un ordre décroissant. Ouais. Vous voyez qu'on a joué le premier match contre la Zambie, on avait 365 passes effectuées. On joue contre le Maroc, c'est 320 passes. Et on joue contre une équipe qui a gagné la possession, mais nous avons eu 444 passes. La Tanzanie. Et vous comprendrez que on n'est pas dans une constance. Vous voyez? On est dans une moyenne de 300 au-delà, mais c'est pas trop une habitude, c'est pas trop on n'a pas cette odeur là au fait de nous reconnaître quand on a le ballon, quand on est malmené, lorsqu'on joue contre un adversaire réservé. Et c'est comme ça. Je pense que Sébastien Desabre a longtemps eu son temps pour savoir dans quel cas. Je crois qu'il a sorti ça une fois lors du match amical face à la Nouvelle-Zélande.
il a parlé de ça. Il avait commencé avec un 11 de départ un peu plus bruyant. Voilà. Et on lui a posé la question. Il a dit, il a sélectionné ses joueurs pour voir comment est-ce qu'ils allaient. Voilà. Il a même justifié les choix des physionomies des matchs par rapport au fait de ne pas avoir Balukusha dans ses rangs. Donc je pense que à ce niveau, il n'a pas d'excuse. Il peut en tout cas s'estimer heureux d'être passé à un autre cap. Mais là maintenant on saura si évidemment il peut s'adapter à un adversaire donc, qui est un peu plus le percutant. coach a eu le temps, il y a eu une préparation avant compétition, c'était le moment propice pour essayer de voir comment est-ce que son équipe évolue, mais là nous sommes dans la compétition, on a besoin de résultats et voilà, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. J'ai suivi par exemple s'adapter à l'adversaire sans avoir un résultat probant à la fin. J'ai suivi par exemple l'intervention de Didier Drogba après le match contre la Guinée équatoriale. Il a bien dit sans langue de bois, il a dit que la CAN c'est une compétition où on ne vient pas observer. On vient, c'est difficile d'ailleurs de jouer une Coupe d'Afrique des Nations parce que vous jouez des équipes qui sont habituées par exemple au climat, vous jouez des équipes qui sont habituées à jouer ensemble pendant longtemps, malgré votre statut de joueur, vous venez d'Europe, mais vous revenez, c'est très difficile et vous avez un public qui est tout le temps exigeant, donc on vient pas observer. Vous en avez, clac, vous marquez, c'est comme ça. Allez, Genovic Lumbwenadio, le sélectionneur, je crois qu'il était au parfum de la rencontre Maroc-Zambie. Oui. Le Maroc a battu la Zambie. La RDC qualifiée en terminant deuxième. Est-ce que, selon vous, vous ne pensez pas que le sélectionneur avait un regard un peu plus lointain par rapport au futur adversaire de la RDC? Parce que je rappelle que si nous avions gagné ce match-là, par exemple, et que du côté de la Zambie, il y avait un match nul, on allait peut-être avoir la première place et affronter l'Afrique du Sud, qui n'est pas une petite nation. Est-ce que pour vous, le sélectionneur n'a pas privilégié ce nul-là pour avoir une équipe égyptienne qui, depuis le début de la compétition, n'est pas tout fait tout flamme? Bon, je pense que ça doit être ainsi. Mais bon, le coach, comme il est dit souvent, c'est par rapport à l'équipe qui se pointe en face d'elle, il s'adapte. Donc, c'est par rapport au contexte. Mais là, on avait quand même le choix. Oui, la RDC avait le choix de choisir qui de l'Égypte et d'Afrique du Sud pour affronter lors de l'étape suivante. Donc, c'est en fonction de ça que le Sabre a travaillé. Je me dis que le Sabre, en ce moment, il est le maître. Il sait à quoi s'attendre dans chaque match. Mais bon, pour le match, par exemple, si la RDC tombait sur l'Afrique du Sud, je me dis que la physionomie du match aurait été autre contre la Tanzanie. Parce que quand vous jouez l'Afrique du Sud, attendez-vous à des joueurs très rapides, des joueurs qui pressent du début jusqu'à la fin du match. Moi, je regardais le match de l'Afrique du Sud face à la Namibie. J'ai vu une équipe sud-africaine acculée jusqu'à la fin. La Namibie, donc c'est une sélection qui sait très bien fonctionner avec de transitions très rapides. Et bon, la RDC actuellement aussi joue ce jeu-là. Et maintenant, le Sabre aurait, je dis bien parce que c'est au conditionnel, aurait adapté son schéma de jeu par rapport à l'Afrique du Sud. Mais face à l'Égyptien, on doit se projeter. L'équipe égyptienne, vous l'avez dit que c'est une équipe pas trop flamboyante que ça, mais c'est une sélection redoutable. C'est une équipe qui sait aussi mettre en mal des équipes à l'image de la RDC par exemple. Quand vous regardez sa prestation lors de la première phase, vous verrez que c'est une équipe égyptienne qui a peiné, certes, mais c'est une équipe qui savait réagir à chaque fois. Le match face au Ghana, face au Cap-Vert et face au Mozambique, on dit grand. Et ça se comprend que l'Égypte, c'est vraiment de jouer l'adversaire en fonction de ses forces. Les forces égyptiennes résident où? Dans le mental, mais aussi avec un jeu un peu plus direct. Donc c'est ça l'Égypte. Donc la RDC doit comprendre comment mettre à terre cette sélection égyptienne qui est dépouillée de sa star Mohamed Salah. Et donc ça sera pas un match facile parce que les gens se projettent. Et je me dis que demain la RDC doit travailler sur le faiblesse égyptienne. C'est que la défense égyptienne est un peu pantoise. C'est une défense qui laisse pas mal d'espace. Et la RDC avec des joueurs qu'elle a, tels que Wissa, un joueur à vraiment vivre le temps. Il y a aussi Mesha Kelia, il y a Théo Bongo d'ailleurs,
que je plaide pour sa titularisation pour demain. Je crois que Théo Bongon, avec son jeu plus vertical, il viendra pour essayer un peu d'attirer la défense égyptienne devant, parce que la défense égyptienne, c'est une défense qui joue sur la ligne, et donc faudrait veiller sur ça et travailler sur ça, ne pas faire le choix comme lors du match face à la Tanzanie, privilégier un certain Silas Kantompa qui courait sur le terrain presque partout, il courait dans le vide d'ailleurs, privilégier Mayele Kalala, qui certes est bon comme joker, mais il ne savait pas jouer la partition, tel que le fait Cédric Bakambu pour essayer de libérer les espaces pour les ailiers, parce que la RDC procède avec des ailiers, et donc Kalala est bon en finisseur, et pas comme titulaire. Donc Desabre doit vraiment revenir, parce que c'est une question aussi de choix. Claude a parlé ici, moi je me dis que Desabre pour le match passé, Desabre a plus pêché sur le choix. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris pour renoncer à son 11 type. Claudia s'attendait à une victoire. Je me dis que si la RDC devait jouer pour la victoire, le choix aurait été de préférer Kalala Bakambu à la place de Kalala et Bongonda à la place de Silas. Là, la RDC allait jouer le même jeu. Mais bon, le coach dit que voilà, c'est en fonction de l'adversaire. On s'attend maintenant demain. Et déjà, j'ai proposé quelques pistes. Comment est-ce que la RDC peut mettre en mal la sélection égyptienne demain? Allez, mettre en mal la sélection égyptienne demain, Claudio Mongula, pour clôturer avec ce premier sujet. L'Égypte, ce n'est pas une nouvelle équipe que nous affronterons. On a eu à avoir des rencontres passées. Est-ce que le palmarès des rencontres entre la RDC et l'Égypte tourne en faveur des Léopards? Le palmarès, je crois qu'en coulisses, on a parlé longtemps de ça. C'est un palmarès qui est rempli de matchs d'éliminatoires pour le mondial et tout. Mais là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que on va aussi revenir sur cette affaire de contexte. C'est pas du tout le même contexte. C'est pas du tout les matchs amicaux. En phase finale. C'est trois fois. C'est 3 fois. La première fois, c'était le Zaïre en 74, face aux Zaïre en 74. Je crois qu'en demi-finale, on y avait d'ailleurs un 3-2, si je ne me trompe pas, un doublé de Ndaye Moulamba. Mais après, il y a eu ce match en quart de finale en 2006. On a eu un 4-1, déjà, une défaite, un 4-1. On revenait déjà d'une phase de groupe très bonne, je pense. On a fait une victoire face au Togo, une défaite face au Cameroun et un nul face à l'Angola. Donc voilà, en quart de finale, c'était 4-1. Et puis on a joué en 2019, lorsque l'Égypte a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. 2-0, minime. Je pense que le 2-0 de 2019, c'était quand même... j'ai aimé. C'est ce qui avait contraint les Congolais à sortir leur calculatrice, parce que je rappelle, oui, mais parce que ça avait aussi marché face au Zimbabwe. Face au Zimbabwe, c'était 4-0. Voilà, 4-0. Donc je pense que c'est ça. Et donc en 3 confrontations dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte a 2 victoires et nous avons une seule victoire qui date depuis l'époque du Zaïre. Donc en tout cas, attendons-nous à ce que ça soit un peu plus différent, parce que ce n'est pas du tout la même histoire cette année-ci ou cette édition avec les 2 équipes. Je pense que l'Égypte s'est qualifiée difficilement déjà. C'est une équipe qui peine à se retrouver, à retrouver son ADN après leur retour en 2017. Peine à retrouver son ADN, voilà. Je ne pense pas. Excusez-moi. L'Égypte a toujours joué ANC. Hein. Je pense que depuis 6 ans. Non, mais ça fait longtemps que l'Égypte perd de régime. Hein. On a connu, de 2006. On a perdu. Une équipe qui te joue 2 finales. 2 finales en et 3 éditions. À la fin. L'Égypte ne gagne pas. Justement, non, on était habitué à voir cette équipe gagner chaque fois. Oui, mais c'est une autre facette de l'équipe. Je vous donne raison. Je vous donne raison là-dessus. On a quand même. Oui, je vous donne raison. C'est pas fameux en termes de consécration, mais fameux en termes de résultats, oui. Voilà, justement. Parce qu'il y a des résultats qui parlent. Vous venez dans une compétition, la manière, elle n'est pas du tout ce à quoi vous attendez, mais après, l'objectif, c'est la finale et c'est ce qu'ils ont fait, jusque-là. Je pense que l'Égypte de 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est une équipe qui était pas du tout attendue à ce niveau.
Mais après, ils ont toujours fait le boulot derrière. Je pense qu'ils ont enchaîné, je crois que c'était en 2000, si c'est pas en 2017, en 2022, ils ont enchaîné 2 matchs où ils jouaient les prolongations à chaque fois pour jouer. Je crois que c'était en 2022. En 2022, au Cameroun. Et c'est comme ça, ils y sont parvenus comme ça. Ils ont trouvé que c'était le moyen facile. Mais après, moi, je suis un peu inquiet par rapport à la République démocratique du Congo. Je vais vous énumérer un tout petit peu ces noms. Rapidement, Wissa, Meshak Elia, Théo Bongonda, Banza, Kalala Mayele, Silas Katompa. Ça fait 3 matchs. Toutes ces personnes, 3 matchs, 44 tirs et 11 tirs cadrés. 44 tirs et puis 2 buts. 2 buts. Donc, comme ça, Sébastien de Sabre a utilisé tous ses attaquants pendant les 3 matchs. Il n'y a eu que 44 tirs et 11 tirs cadrés seulement avec 2 buts. Donc, on n'a pas, c'est un secteur qui... L'Égypte, ça marque avec Mustafa Mohamed qui a 3 buts maintenant. Il y a Marmouche, il y a Trezeguet, donc un compartiment. C'est un trio de la mort. Aujourd'hui, c'est la défense en République démocratique du Congo. C'est un compartiment où il n'y a pas beaucoup de pépins. Les milieux de terrain peinent un peu à alimenter l'attaque. Je pense qu'il n'y a pas assez de connexion entre nos milieux de terrain et l'attaque. Et voilà, espérons que ça vienne en fonction de la connexion. Je dis oui, il y a de la connexion parce que quand vous voyez le travail que Kaba, Gaël Kakuta, écoutez, c'est un travail vraiment de titan. Il sait très bien orienter le jeu, il sait très bien décaler les ailiers. Donc il y a cette connexion là, il y a cette fluidité. Mais jusque-là, bon, ce qui ne mange pas actuellement, c'est la finition. La finition là, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le mois de novembre que la RDC n'a plus marqué 2 buts dans un match. Écoutez, la dernière fois, c'était contre la Mauritanie que la RDC avait marqué 2 buts. Depuis lors, il n'y a plus de buts. Donc, il n'y a qu'un seul mois. On est au mois de janvier. Ah oui. Donc, mais il y a quand même eu beaucoup de matchs. Mais il y a un écart. Dans cet intervalle, la RDC a joué, je crois, 8 matchs. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc on doit travailler là-dessus. C'est beaucoup quand même, 8 matchs. On va le savoir demain. La République démocratique du Congo va affronter l'Égypte pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 à 21h. On saura ce que ça va donner et on va prendre notre deuxième sujet. Mais avant cela, cet élément, on revient tout juste après. Entre désillusions et surprises désagréables, les phases de groupe de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont vécu, là où plusieurs nations, parties favorites au départ, à l'instar du Ghana et de l'Algérie, n'ont pas pu briller. Quelques outsiders, entre autres le Cap-Vert et la Guinée équatoriale, ont déjoué tous les pronostics en s'affirmant dans leurs différents groupes. Des faits peu habituels, mais qui exhument les beaux parfums de cette fête du football africain, qui de plus en plus devient attrayante. La suite étant au fil de belles choses, nous sommes curieux de savoir ce qu'elle nous réserve. Allez, vous venez de le voir, les différents groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Vous avez vu les équipes qui ont été classées 2 premiers et même les meilleurs perdants qui sont qualifiés. On va commencer avec vous. Geneviève Lumbwenadio. Le premier groupe a été composé de la Guinée équatoriale, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et puis de la Guinée-Bissau. Par surprise, dans un groupe où il y avait la Côte d'Ivoire qui est la nation organisatrice, on retrouve une équipe comme la Guinée équatoriale qui termine première avec 7 buts marqués, 3 buts encaissés seulement et aucune défaite dans cette poule-là. Quelle a été votre lecture pour cette équipe qui nous a ébloui depuis le début de la compétition? La Guinée équatoriale, c'est vraiment la surprise de cette édition avec ses 9 buts marqués. Voilà, un petit... 9 buts marqués, 4-0 face à la Côte d'Ivoire, voilà. 4 buts à 2 face à la Guinée-Bissau et un match nul d'un but partout face au Nigeria. Donc, c'est une sélection qui marche sur cette CAN. Donc, l'a dit Claudia, c'est que ils ont travaillé. Ils ont travaillé depuis, je crois, depuis 2015. Donc, il y a une certaine régularité en termes de performance. C'est une sélection qui est vraiment redoutable, une sélection cohérente dans son jeu, dans ce qu'il propose. Donc, il y a une âme aussi. Faudrait en parler. Donc, c'est une sélection menée avec un certain Emile Ontué qui est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 5 buts. D'ailleurs, il était le premier buteur de la CAN 2015 jouant en Guinée équatoriale. Donc, c'est un gars qui joue à la 3e division espagnole. D'ailleurs, là-bas, il est aligné comme étant un latéral droit. Et ici, il marche sur tu vois le paradoxe dans ça. Donc, ça se voit que peu importe votre force, soit peu importe la configuration, le joueur peut
peut s'adapter en fait. Donc c'est un gars qui nous a surpris tous, et moi je me dis que la sélection équato-guinéenne, si elle arrivait à atteindre l'avant-dernier carré, ça sera pas une surprise. Allez, Claudio Mangoula, avec vous, on va prendre le deuxième groupe de cette Coupe d'Afrique de Nations. Il y a eu l'Égypte, le Ghana, le Mozambique et puis le Cap-Vert. Est-ce que vous attendiez à voir le Cap-Vert en pole position après ces 3 journées? Oui, je m'attendais pas à ce que le Cap-Vert soit premier du groupe, mais j'attendais oui, parce que j'étais au fait sur la trace de cette équipe depuis longtemps. J'ai essayé de faire quelques éléments sur elle, sur cette formation qui semblait ne pas être si brillante que ça. Personne n'attendait le Cap-Vert à ce niveau, mais après tenir tête face à ces deux colosses, l'Égypte et le Ghana, voilà. Mais après, il faut parler du Ghana. Moi, je pense que aujourd'hui, il est plus que temps de se débarrasser de certaines têtes au Ghana. Et comme aussi les frères Ayou, faut parler de justement, ça. mais Les frères Ayou doivent les frères Ayou, excusez-moi, les frères Ayou, moi je les vous, connais. les frères Ayou ont fait leur temps. Personnellement, depuis 2008, j'ai vu les frères Ayou sur la pelouse. Et après, aujourd'hui, il y a Parce que selon vous, il y avait des joueurs qui pouvaient jouer mieux le rôle que ces derniers. Bien sûr, Mohamed Kudus est là. Mohamed Kudus est là. Il a d'ailleurs prouvé face à l'Égypte qu'il pouvait prendre les commandes. Bien sûr. Et après, voilà, je pense que l'expérience peut compter aussi si vous êtes sur le banc. On a vu. Et pour compléter, je me dis que c'est l'ombre de frère Ayou qui fait que Mohamed Kudus n'éclate pas comme tel. Mohamed Kudus à West Ham, c'est l'homme à tout faire. Vous avez vu, il n'a pas joué le premier match face au Cap-Vert. Mais quand il vient, j'ai même vu, permettez-moi, quelques supporters souhaiter que le Ghana soit éliminé. Mais bien sûr, pour qu'il revienne. Bien sûr. Parce que là-bas, il est vraiment flamboyant. Justement, c'est l'homme de David Moyes, si je me trompe pas. Et après, c'est quand même important de se débarrasser. Je pense que le plan de la RDC, si c'est pour 2025, si peut-être il faudrait revenir, hein, je pense que c'est bien vu parce que les Ghana n'a pas pris soin de préparer au fait l'après Ayou, Asamoah Gyan, tout ça. Ils avaient l'opportunité de draguer certains joueurs. Ils ont essayé d'avoir Williams, qui est venu tardivement d'ailleurs. Mais après, ils ont beaucoup de joueurs. Ils peuvent en tout cas miser sur ça et pourraient faire leur sélection. L'Égypte, c'est encore ça, une qualification très difficile. On arrive dans une compétition où on ne sait pas trop, on s'attendait pas à avoir ces niveaux de compétition. Face au Mozambique, par exemple, personne ne s'y attendait. Et le Mozambique, encore big up. Ils arrivent décomplexés totalement de la compétition face au Pharaon. Ils ont prouvé à chaque fois qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et puis, c'est ces renversements de situation face au Ghana. Donc, on va nulle part, vous n'allez nulle part et voilà. Nous mourrons ensemble. Personne ne va nulle part. À la 90e minute de jeu, vous marquez 2 buts face au Ghana et puis vous êtes éliminés, vous deux. Mais je pense que c'est quand même quelque chose. Allez, le Cap-Vert qui a terminé première de cette poule avec l'Égypte, le Ghana et la Mozambique. Genovic Lumbwenadji, on va parler du groupe C, ce groupe qui avait aussi les yeux fixés sur lui. Il y a eu le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Quelle était votre lecture après cette facilité qu'avait le Sénégal de négocier ses matchs? Je rappelle, c'est la seule sélection qui a gagné tous ses matchs dans cette phase de poule. Pour moi, je pense que c'est le meilleur groupe. Pourquoi? Je m'explique. C'est un groupe qui nous a gratifié de spectacles en rebondissement. Il y avait vraiment de l'émotion. Je vois déjà le match Cameroun face à la Gambie. C'est que le Cameroun était au bord de l'élimination. Maintenant, dans ce match où l'enjeu était que la victoire, le Cameroun nous a montré que comment les Lions peuvent rougir à chaque fois qu'il est mis à l'épreuve. Donc, en ce moment, je me dis que... C'était quand même merci la VAR, hein, à la fin, merci la VAR, parce que c'était un but, oui. Le but de Koulé. Vous avez quand même craqué, permettez-moi, moi, je m'attendais pas à ce que cette rencontre soit négociée comme ça après le discours qu'avait eu Samuel Eto'o au vestiaire après la défaite face au Sénégal. Moi, personnellement, je m'attendais à avoir une équipe camerounaise tout feu, tout flamme, valider sa qualification. Mais c'était une équipe camerounaise tout feu, tout flamme. C'était une équipe comme ça, je pense que c'est l'adversaire qui est aussi comment on arrive à encaisser comme ça? Mais bien sûr, l'adversaire est venu aussi pressé. Papa, voilà, quand vous regardez l'intensité du match, pour moi, c'est le meilleur match de la compétition. Parce que ça marque
4 buts à l'espace des 10 minutes. Imaginez-vous un peu. Donc, c'est intéressant. Et le Cameroun méritait selon moi de composter son ticket pour la prochaine étape, parce que le Cameroun, en termes de mental, en termes de résilience, c'est une sélection qui, à chaque fois, comme je le dis, c'est transcendé. Et donc, pour parler vite du Sénégal, le Sénégal, c'est que vous voyez, permettez-moi, vous voyez le Sénégal faire un doublé de cette Coupe d'Afrique de Nations, parce que là on est en face. Non. Vous ne voyez pas. Le Sénégal, écoutez, le Sénégal n'a pas encore joué. Je suis désolé. Le Sénégal a fait face à des équipes telles que le Cameroun. Non, mais vous avez parlé du Cameroun qui était. Mais quand je parle du Cameroun, c'est par rapport à sa façon de réagir. Je sais pas si vous m'avez compris ça, à sa façon de réagir. Donc, le Cameroun sait réagir à chaque fois que l'enjeu est de taille. Je vous donne l'exemple du match contre l'Algérie. Et donc, mais c'est pas un Cameroun aussi cohérent que ça. Un Cameroun qui a un jeu déchiqueté. Quand vous regardez son match face au Sénégal, c'était vraiment de la piétrie. C'était de la piétrie. Et donc, ce Sénégal-là, on rebondit. Éliminatoire mondial. Ouais. Ben oui, évidemment que c'est ça. Je pense que si je peux vous compléter, oui, c'est la réaction du Sénégal, elle vient après la claque face au Cameroun. Et aussi, il faudrait savoir que le contexte n'est pas seulement footballistique. C'était une question de fierté. De fierté, voilà. C'est ça le Cameroun. C'est ça la force du Cameroun. La méthode Zoka. Inonga Baka, quoi. C'est ce que moi j'aime du Cameroun. Donc, il faudrait ne pas sortir honteux. Mais on sort quand même tête haute, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait, mais après 2 claques. Donc après avoir été frappé d'abord par si je me trompe pas, la Gambie et le Sénégal, la Guinée, c'était un but partout. Et puis après voilà. On va continuer avec vous directement. Il y a eu le groupe E composé du Mali, de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de la Tunisie. Le groupe D, vous avez sauté le groupe D. Ah voilà, on parle de l'Angola d'abord. Permettez, de l'Angola, du Burkina, de la Mauritanie et puis de l'Algérie. Bravo à l'Angola. Algérie, dernier. C'est mérité. Je vais commencer par l'Angola. Moi, je préfère commencer par l'Angola. Non, je voulais qu'on attaque d'abord cette nation qui a été considérée comme favorite au début. Avant le début de la compétition, il y avait l'Algérie qui a été vue telle une équipe favorite. Mais là, on est face à un contraste qui a affecté même le sélectionneur. On a vu sa conférence de presse, il était dépité après cette élimination. Je préfère que vous commenciez avec l'Algérie avant de parler de l'Angola. Est-ce que après le sacre en 2019, l'élimination en phase de groupe en 2021, est-ce que ce n'est pas de trop cette élimination? Je pensais que cette CAN aurait été pour eux une façon de se racheter ou de nous prouver qu'ils avaient évolué par rapport à l'édition précédente, mais ils nous ont vraiment prouvé que l'Algérie qu'on a découvert en Égypte, ce n'est pas du tout la même équipe, et il va falloir essayer de repenser à réformer toute l'équipe. Je pense que il y a certains compartiments où il faudrait faire confiance à d'autres joueurs. Vous prenez par exemple le cas Bounedjah, un joueur qui n'a marqué qu'un seul but lors de l'édition 2019. Mais après, tu fait 3 buts. Tu fais 3 buts. Et puis, ce sont des buts à réaction, des buts où... Et des meilleures réalisations. On est pressé, on doit égaliser. C'est cette mentalité, c'est ces genres de personnes qu'il faut en Algérie. Et je pense que même l'entraîneur, excusez-moi les termes, il n'y était pas trop. Il n'y était pas trop dans ces changements. Il avait que sa tête pour régler ses comptes avec les confrères. Il a fait son temps. Belmadi, c'est le moment d'essayer de je pense qu'il a a beaucoup trop minimisé ce groupe de son côté. S'il avait vraiment préparé ce groupe, l'Algérie aurait rentré en compétition telle que l'Algérie dont on connaît. Aujourd'hui, on a l'habitude de diviser l'Afrique. On dit, les équipes de l'Afrique du Nord, ils sont toujours dans le dernier carré, ils sont toujours aujourd'hui, ce n'est plus ça. On a vu le Mozambique, on vient de le dire, on a vu la Gambie, on a vu la Mauritanie dans ce même groupe, et l'Angola, personne ne s'y attendait, oui. Personne ne s'y attendait. L'Angola, en termes de statistiques, lorsqu'elles entrent dans une compétition, c'est comme le Congo, c'est comme le Bénin, le Togo. Excusez-moi les termes. Oui, sans pour autant minimiser, c'est bien. Parce qu'ils n'arrivent pas assez loin. L'Angola a prouvé un football incroyable. Ça nous rappelle l'Angola 2006 de la génération Sadio. Incroyable. Oui. Et moi, je me dis, lorsque j'ai vu ça, je me suis directement rappelé de la finale jouée entre le Petro de Luanda et l'équipe, si je ne me trompe pas, l'équipe sud-africaine, la finale d'une coupe interclub de la CAF. On a vu qu'il y avait de l'âme, en fait. Il y avait un beau jeu. Vous êtes en face d'une équipe qui est structurée,
qui sait à quel moment on peut attaquer, à quel moment on peut faire mal, et voilà. Et dans ce groupe, il y avait aussi le Burkina Faso. C'est une équipe, moi je le prends, hein, je le prends vraiment comme l'Égypte. C'est une équipe qui vient dans chaque compétition pépère, calmement. Mais il après, elle joue le dernier carré. Après, c'est la troisième place. Après, c'est la troisième place. C'est une équipe, on a depuis 2013, c'est comme ça. Les Mohamed Kofi, les Bertrand Traoré, les aujourd'hui sur le banc. Mais c'est toujours la même histoire. Ils sont là calmement, ils attendent, ils jouent à leur rythme et après, c'est le dernier carré. Je pense que c'est une équipe qui aussi mérite d'être félicitée. Mais beaucoup de fleurs pour l'Angola dans ce groupe. Allez, pour clôturer, on va parler du groupe E. On ne parlera pas du groupe F. On a déjà eu à effleurer le groupe de la République démocratique du Congo. Il y a eu le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie et puis la Tunisie. Comment est-ce que vous aviez vu ce groupe-là? On a le Mali qui termine premier avec 5 points, l'Afrique du Sud deuxième avec 4, et la Namibie qui est repêchée avec 4 points, et il y a la Tunisie qui termine dernière. Ne parlez dernière. pas de la Tunisie en premier. Deux grosses déceptions dans ce groupe. La première déception, c'est la sélection malienne. Je veux pas parler de la Tunisie comme Elle a quand même terminé dit. première, ça Écoutez, c'est la déception en termes de contenu proposé. Moi, je connais une sélection malienne qui sait très bien manier le ballon, une sélection malienne qui sait très bien procéder avec les attaques placées. Mais la sélection malienne que j'ai vue face à l'Afrique du Sud, bien que elle avait gagné l'Afrique du Sud, mais c'était une sélection malienne qui était vraiment aux abonnés absents dans toutes les phases de jeu. Et donc, je sais pas qu'est-ce que les sélectionneurs Eric Sikochel fait de cette sélection actuellement, parce que c'est une équipe vraiment juvénile, c'est une équipe qui a des gars tels que Amari Traoré, il y a Kamara, il y a des gars tels que Aïdara. Donc, je ne sais pas comprendre comment le Mali n'arrive pas de reproduire le même contenu comme ça a été le cas pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde sous Mohamed Morgasouba et comme ça a été le cas lors de la CAN, je crois, 2022. Et donc, en ce moment, je ne vois pas le Mali aller trop loin parce que c'était vraiment poussif avec ce qu'ils ont eu à nous donner comme première figure lors de cette phase de poule. On va, avant de terminer cette émission, essayer de parler un peu de ces affiches. On parlera des affiches qui commenceront à partir de demain, 28 janvier. En 30 secondes, chacun va donner son avis par rapport à ces rencontres-là. Je commence avec vous, Claudio Mangula. On aura Guinée équatoriale, Guinée Conakry. En 30 secondes. Il n'y a pas de débat. Je pense que la Guinée équatoriale part largement favori. Kaba Diawara peut peut-être user un tout petit peu de ses cartouches pour se dire que voilà, j'arrive à faire mal à celui qui a fait mal aux gens. Mais il va falloir le prouver sur le terrain. La force de caractère qu'ils ont eu à se surpasser ou à démontrer devant le public de la Félicia face à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est beaucoup, c'est grandiose. Et c'est ce que la Guinée ne peut pas faire. Donc je pense que c'est une équipe qui a du répondant. Lorsque vous avez des armes pour l'attaquer et que vous le faites, ils peuvent aussi rétorquer et faire très mal. Je vais avec Lumbuenadio, du même avis. Je suis du même avis que Claudia, mais je vois vraiment pas la Guinée la Guinée Conakry faire le pas face à la Guinée équatoriale. Donc la Guinée équatoriale part sur un bon pied pour gagner ce match. Mais bon, on peut toutefois dire que voilà, la compétition entre la phase de poule et la phase à élimination directe, c'est des mondes différents. Et je me dis que voilà, la Guinée équatoriale, si elle ne veut pas tomber sur le piège guinéen, parce que c'est un derby entre Guinée, doit rester droit sur ce botte, garder sa tête sur ses deux épaules pour ne pas connaître la surprise, parce que ça sera une grosse désolation, hein, vraiment un gâchis de voir la Guinée équatoriale quitter la compétition à cette étape, au vu de ce qu'ils nous ont proposé pendant les 3 premiers matchs. Allez, Claudio Mangula, nous aurons également droit à un Cap-Vert-Mauritanie. Votre lecture en 30 secondes. Cap-Vert-Mauritanie, je pense que c'est aussi un duel de outsiders. On ne les attendait pas les deux, en tout cas, en vue de ce qu'ils ils avaient comme adversaire dans le groupe à ce niveau de compétition. Je reste sur un 60% Cap-Vert, 40% Mauritanie, parce que la Mauritanie également a prouvé qu'elle a évolué, elle a mûri et elle est assez mûre, si je peux me répéter, pour dépasser cette étape de 8e de finale et devant un adversaire comme le Cap-Vert. Je n'avais que Lumbuenadio.
Un gros match entre la Mauritanie et le Cap-Vert. Mais je me dis que voilà, c'est presque la même configuration que le match Guinée équatoriale, parce que ce sont deux équipes qui se sont sublimées pendant la phase de poule. Mais je vois une équipe mauritanienne faire mal. Parce que quand vous voyez l'équipe capverdienne, c'est que c'est une sélection qui sait très bien aller en attaque rapide. Mais quand vous avez la Guinée, plutôt la Mauritanie, une sélection qui sait te faire verrouiller sa défense et brouiller les espaces, je vois pas vraiment le Cap-Vert développer son jeu habituel. Donc c'est un duel entre deux entraîneurs qui s'y connaissent. Voilà, il y a Amir Abdou d'un côté, il y a aussi, j'ai oublié le nom du sélectionneur, mais moi je me dis que ce match va se gagner par rapport à ce que vont proposer les deux coachs. Donc ils doivent être vigilants. Claudio Mangoula, on aura droit aussi à un Sénégal-Côte d'Ivoire. Votre analyse par rapport à cette rencontre? L'autre duel de l'Afrique de l'Ouest, ça va encore être très chaud parce que d'un côté, on attend la réponse, en tout cas de la Côte d'Ivoire, une deuxième chance, et de l'autre, une vraie confirmation du Sénégal parce qu'on l'attend vraiment face à des équipes joueuses. Et là, le Sénégal sera un défi majeur, un défi où il faudrait d'abord jouer face à un public, un nombre de public qui n'est pas pour vous, et de deux, jouer le pays organisateur qui veut s'y racheter sur vous. Donc je pense que je donne beaucoup plus de chance au Sénégal puisque c'est la seule équipe qui a montré beaucoup de choses lors des phases de groupe. 9 points et autant de buts. Et voilà, donc 70% Sénégal, 30% Côte d'Ivoire. Genovic? Ah oui, hein, moi, si je peux donner mes pourcentages, c'est que les pourcentages seront partagés entre les deux sélections. Ici, je vois la sélection ivoirienne partir du bon pied. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire viendra pour prouver et pour se racheter devant son public. Maintenant, le Sénégal, je connais cette sélection, c'est une équipe qui est habituée à jouer sous pression, c'est une sélection qui sait se transcender face à la pression. Mais bon, c'est comme je le disais ici que le Sénégal depuis n'a pas encore joué. Ça sera son plus gros test depuis le début de la compétition. On va dire que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe boiteuse. Mais attention, la Côte d'Ivoire peut à chaque fois changer la donne et surtout qu'il y a un nouveau sélectionneur. Voilà, ils vont emmener un autre discours et surtout transmettre une autre énergie au sein de cette équipe. Donc, attention à la Côte d'Ivoire. Claudio Mangoula, Mali, Burkina Faso. Quelles sont vos analyses, vos attentes par rapport à cette rencontre? Je ne vais pas être surpris par le Burkina Faso. Je pense que je suis totalement où mon pronostic va pour le Burkina Faso. Je pense que le Mali m'a un peu déçu par rapport à l'histoire, par rapport à ce que je sais sur cette formation, sur cette sélection. Mais le Burkina Faso, avec son fort rythme, ils savent accélérer quand ils veulent, ils savent gérer, ils ont la gestion de l'effectif. J'aime beaucoup ça chez eux. Donc, ils savent à quel moment il faut être réservé, à quel moment il faudrait faire rentrer ou avoir 2 numéros 6, à quel moment il faudrait surtout attaquer. En fonction des changements aussi, hein. Je pense. Et ils savent alors très bien négocier le coup de pied arrêté. Je pense que le Burkina Faso part favori. Pour ce match, oui, je vois aussi le Burkina Faso vraiment mettre à terre le Mali. Le Mali a été la grosse déception pour moi. Et avec ça, je veux pas répéter ce qu'a dit Claudia, mais moi, pour le Burkina Faso, je me dis que voilà, c'est une équipe qui est préparée à bouger le cocotier. Et dans cette étape de la compétition, faut s'attendre à une équipe aussi plutôt encore plus disciplinée, une équipe qui sait très bien se réserver et ne s'expose pas tel que le fait le Mali. Parce que quand vous regardez le match du Mali face à l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui était vraiment en pleine, je pourrais dire, c'est une équipe qui s'est exposée à des attaques de Percy Tao et des Kwame. Allez, pour terminer, on aura un choc de titans entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Vous voyez quelle équipe passer à la phase de quart de finale après cette. Je pense que si depuis le retour de la Coupe du Monde du Maroc, s'il y a des équipes qui ont battu le Maroc et à l'Afrique du Sud aussi, ils ont joué la 5e journée de la phase de poule des éliminatoires pour cette CAN. Et évidemment, 2-1 si je me trompe pas. Donc je pense qu'ils n'ont pas à avoir peur, hein. Comme la RDC l'a fait face au Maroc. Les statuts de mondialistes restent sur papier, sur terrain, c'est autre chose. C'est la CAN,
Et c'est aussi une autre équipe d'Afrique du Sud que j'ai aussi apprécié. La réaction, la mentalité, surtout revenir d'une défaite face au Mali et s'est rattrapé 4-0 dans un duel de l'Afrique du Sud avec la Namibie. Je pense que c'était aussi un grand boulot. Et faire match nul face à la Tunisie, ben voilà. Donc je pense que ça part beaucoup plus, je suis beaucoup plus pour un 50-50. C'est pas une équipe qui dépasse l'autre. Le Maroc, avec son statut de favori de la compétition, à part la RDC, elle n'a pas du tout surprise négativement. Donc je pense que voilà. Et Geneviève Lombonadio, pour terminer, vous, en termes de pourcentage entre les deux équipes, vous voyez qui être plus chanceux et avoir plus de chances de jouer les quarts de finale? C'est l'Afrique du Sud, oui. L'Afrique du Sud, pourquoi? Quand vous voyez ce qu'a proposé l'Afrique du Sud avec... C'est pas une certaine rancœur après? Non, rien du tout, rien du Parce que tout. vous deux, Je suis réaliste. Je suis réaliste. Moi, j'ai pas dit, j'ai Non, dit 50-50. je suis réaliste parce que je me dis que voilà, le Maroc que nous avions vu pendant la phase de poule, c'est une équipe, voilà, qui a joué avec le nom. Je suis désolé. Parce que quand vous voyez le Maroc te marquer un but face à la Zambie, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et depuis un temps, le Maroc a des joueurs, voilà, qui ne grandit pas en termes de performance. Quand vous voyez par exemple le cas Youssef An-Nesri, vous voyez le cas Sofiane Bouffal, c'est vraiment de la pire désolation et tout. Et maintenant, avec l'Afrique du Sud, c'est que l'équipe grandit. Claudia l'a dit, l'Afrique du Sud reste la seule sélection à avoir battu le Maroc. Et la RDC aussi était sur le point de battre le Maroc. Ça se dit que voilà, le Maroc, quand vous lui mettez la volonté, si vous comprenez sa façon de jouer, c'est que c'est une équipe voilà qui aime jouer un jeu un peu plus rapide. Mais ici je vois en tout cas l'Afrique du Sud qui ont fait. C'était prévisible. Non, on n'a pas encore regardé les matchs. Vous parlez de. En tout cas, c'est l'Afrique du Sud. Je vous donne rendez-vous. Ah, vous sentiez. Je vous donne rendez-vous. Le Maroc sera éliminé. Allez, ça a été un honneur de vous avoir. Plaisir partagé. Un plaisir partagé en tout cas. Claudio Mangoula, merci à vous aussi qui nous avez suivis durant cette émission. Mais avant de terminer, on vous fera plaisir de regarder ces 5 arrêts. Nous avons eu à le sélectionner ici, ces 5 arrêts qui nous ont marqué lors de 2 dernières journées de cette Coupe d'Afrique de Nations. Alors, on vous donne rendez-vous pour le samedi prochain sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.